Bon alors, de quoi on parle les gens aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui on va aborder un sujet qui me trotte sur les nerfs depuis que je suis assez grand pour ne pas chier dans ma culotte. La Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est une petite merde de pays située à l'extrême orient du continent déjà le plus oriental. Par rapport à nous, hein. Par rapport à eux, c'est probablement le centre géographique du monde. C'est pas une île, mais ça fait pas non plus partie du continent principal de l'Asie. On aurait pu dire que c'est une tranche de jambon entre les deux tranches de pain que sont la Chine et la Corée du Sud, si votre jambon est pourri et a un petit goût de génocide. On commence par où? C'est tellement gros comme morceau après tout. Là, selon le gouvernement de la Corée du Nord, que j'encule par la même occasion, il y aurait déjà une erreur. En effet, je parle de la Corée du Nord et je ne parle pas de la personne supérieure. Ce serait blasphématoire de parler de la Corée du Nord sans parler d'abord de ses chefs. C'est pourquoi je vais parler de la Corée du Nord en abordant d'abord sa nourriture. La Corée du Nord est d'abord célèbre par la nourriture qui est servie dans les nombreux restaurants de sa gigantesque capitale, Pyongyang. Des restaurants qui sont au nombre magistral de 2. Dans ces petites roquettes traditionnelles, ils servent des nouilles froides, des soupes de mulet, des soupes de bœuf, des soupes avec des plus petites soupes à l'intérieur, et des soupes. Si vous vous étonnez du nombre de soupes, c'est à cause d'une famine dans les années 90 qui n'a pas du tout été la faute du grand leader. Le plus grand de ces restaurants, Okryugwan, est célèbre par-delà les océans, y compris en Corée du Sud, même si ces faux coréens ont décidé, on ne saurait pas dire pourquoi, que ce serait mal vu de manger dans la branche ouverte là, et ont tendance à mettre sur une liste tous ceux qu'ils font. La glorieuse culture coréenne se divise en 3 types d'art. La littérature révolutionnaire, la musique révolutionnaire et les beaux-arts révolutionnaires. La littérature révolutionnaire. Une littérature qui est si révolutionnaire que c'est toujours la même chose depuis le moment où elle a été créée, et séparée en 2 types d'œuvres. Les œuvres écrites par le cher leader et celles pas écrites par le cher leader. Les œuvres écrites par le cher leader sont des chefs-d'œuvre classiques, selon le cher leader lui-même. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et les œuvres pas écrites par le cher leader se séparent en 2 types d'œuvres. Les œuvres commanditées par le cher leader, parce qu'il faut qu'il y ait des gens compétents qui écrivent un peu quand même, qui sont des modèles de littérature juche, selon le cher leader, et les œuvres pas commanditées par le cher leader, qui arrivent généralement pas jusqu'à la publication, et dont les auteurs existent même pas de toute façon. La musique révolutionnaire, c'est surtout de la mauvaise musique classique avec des noms assez burlesques comme les 5 grands opéras révolutionnaires. Mais les citoyens trouvent le moyen d'écouter de la K-pop en secret. On comprend pas pourquoi. Faut dire que quand ils ont accès qu'aux œuvres complètes de la chorale des enfants du commandant en chef, faut bien qu'ils écoutent un peu de musique potable de temps à autre. Les beaux-arts révolutionnaires, c'est ce qu'on appelle du réalisme soviétique, qui est un type de mouvement qui cherche à représenter la réalité, mais en plus moche. Comme le palais de Ceausescu en Roumanie ou le palais de Palpatine dans Star Wars, ça représente la toute-puissance de la merde par rapport aux beaux-arts. Ensuite, on en vient au sport. Comme tout gouvernement autoritaire, la puissance physique est largement encouragée dans la population, même s'il faut souvent changer d'athlète parce que les perdants sont fusillés. En revanche, s'ils gagnent, les athlètes sont récompensés avec un appartement luxueux à Pyongyang et la plus prestigieuse récompense qui soit, une statuette miniature du père des peuples. L'histoire de la Corée du Nord est une longue histoire glorieuse qui remonte à 1945. À l'époque, le Japon était possesseur de la Corée. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est achevée avec la victoire des Alliés, ceux-ci ont libéré la Corée. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment libéré parce que les États-Unis et l'URSS étaient un peu en désaccord, donc ils ont décidé de la diviser en 2 comme ils avaient fait à Berlin. Et d'ailleurs, ça a marché à peu près aussi bien qu'à Berlin. En 1948, l'ONU a décidé d'instaurer une république au sud, alors l'URSS, qui s'est dit qu'il allait quand même pas se laisser faire comme ça, a mis en place la République populaire démocratique de Corée, qui est presque une vraie démocratie, mais pas tout à fait quand même. La différence principale avec une démocratie, c'est la mise à mort des opposants politiques. Et puisque les opposants sont en désaccord avec le leader respecté, eh ben on les écoute pas. Et puis de toute façon, ils existent même pas. Bon, après l'histoire de la Corée du Nord, c'est des tentatives d'assassinat de leaders de la Corée du Sud qui n'ont pas vraiment marché, une politique de non-alignement avec le communisme et le capitalisme, même si en fait c'est du communisme en plus meurtrier, et puis des essais nucléaires parce que c'est cool d'avoir des armes nucléaires. La Corée du Nord a une politique de priorité militaire, le Songun. Concrètement, ça veut dire qu'on militarise tout, depuis l'économie aux opéras. L'armée populaire de Corée, prioritaire, honorée et au premier plan, a plus de 9 millions de troupes. Elle est surtout connue parce que c'est la plus grande institution militaire au monde, et parce qu'elle a un matériel de merde. Faut comprendre, quand on a décidé de faire comme si le reste du monde n'existait pas, on est un peu en retard. C'est une grande armée, mais c'est un peu comme les Ewoks dans Star Wars. Comparé à l'armée américaine par exemple, ils combattent avec des bâtons et des pierres. Bon, de toute façon, on voit pas très bien à quoi tout ça sert parce qu'ils ont rien à envahir à part la Corée du Sud, mais si jamais ils veulent plus de K-pop, ils sauront comment faire. La société nord-coréenne est divisée en 2 parties. Ceux qui sont en Corée du Nord et ceux qui y sont pas. Mais ceux qui y sont pas, ils existent même pas de toute façon. Ceux qui y sont, en revanche, ils sont tous égaux d'après le régime, ce qui en pratique veut dire qu'il y a une hiérarchie. Le Songbun, ça trie un peu cette mâche de gens entre ceux qui sont loyaux, ceux qui sont un peu loyaux, et ceux qui sont pas du tout loyaux. Mais ces derniers, c'est pas grave puisqu'ils ont pas de nourriture. Et oui, en Corée du Nord, l'accès à la bouffe est dicté par si on est loyal ou pas. Traduction, la majorité des gens crèvent la dalle. Faut pas non plus oublier que ça impacte aussi toute la famille, la loyauté. Donc si le grand-père a posé une bombe près du palais, les 3 générations après crèveront aussi la dalle. Elle est pas belle l'égalité? En Corée du Nord, il y a un seul parti. Le parti s'appelle le Parti du Travail de Corée, et il a un système assez unique. Plus on avance dans la hiérarchie, et moins on travaille. Le sage leader lui-même est un joueur de Call of Duty assez respecté, et ne travaille donc pas du tout. Ce qui est naturel puisque c'est le leader brillant. Le grand chef du parti, c'est évidemment ce leader unique, qui descend d'un autre leader unique, lui-même descendant d'un leader unique.
Le gouvernement de la Corée du Nord rappelle un peu celui de la Rome antique, en cela que si on est membre de la famille, on risque fortement de se faire assassiner avant d'atteindre la cinquantaine. Le gouvernement remplit toutes les fonctions administratives, politiques et économiques. Bon, en pratique, ça reste le soleil du futur communiste qui décide, mais puisque c'est généralement une mauvaise idée de confier à la fluctuation du marché et la politique militaire à un petit genou de 27 ans, il y a quand même des gens pour l'aider. Quoique c'est toujours amusant quand un ignorant arrive au pouvoir. Kim Jong-un, le père adoré, est le soleil qui guide notre horizon dans sa course effrénée vers l'avenir. Le destin de la nation soulève d'un seul bras les montagnes d'obstacles que les ennemis de la révolution mettent en travers de son chemin, nous emmenant avec une douce sérénade vers notre destin promis. Je pourrais continuer pendant des plombes, mais vous avez le topo. Le général est le chef unique, le chef suprême et le chef éternel de la Corée du Nord. Ce qui déjà pose un léger problème parce qu'il y en a eu 3. Est-ce qu'ils sont différents? Non, pas vraiment. Ils ont tous les 3 l'idée fixe qu'un pays, c'est bien s'il souffre et qu'il est complètement soumis à son chef. Le culte du chef, c'est la politique la plus importante en Corée du Nord. Mieux que le Songbun ou le Songun, il y a le Kim Jong-un. Dans la tête des citoyens, ou au moins dans le contenu qu'on voudrait leur faire avaler, le soleil du socialisme a créé le monde et peut contrôler le temps. C'est Dieu, si Dieu ressemble à un petit gros avec une coupe à la con. D'après la Corée du Nord, on respecte le leader sans père parce que c'est un grand héros. D'après le reste du monde, on respecte le leader sans père parce que sinon on se fait exécuter, et de toute façon le leader sans père a jamais fait grand chose d'héroïque, à part réussir à essuyer son cul tout seul, ce qui est tellement héroïque qu'on en fait généralement une fête nationale, appelée en coréen le jour de l'étoile brillante, et dans le reste du monde le jour du trou du cul. Car comme Louis XIV en France, le brillant soleil de Juche a besoin qu'on l'entoure et qu'on l'admire pendant toute sa journée, y compris lorsqu'il s'essuie le cul. L'invincible et triomphant général est aussi un génie militaire, dans le sens où le premier invincible et triomphant général a fait des trucs pas mal au début de la Seconde Guerre mondiale, le deuxième invincible et triomphant général a fait des trucs moins pas mal pendant les années 90, mais il a réussi à garder la politique Juche après la chute du communisme, ce qui je suppose prouve que c'est au moins quelqu'un d'original. Le troisième invincible et triomphant général a pas fait grand chose de pas mal, à part avoir un ratio KD de 10 000 sur Call of Duty, mais c'est quand même un génie militaire. Alors comment la plus haute incarnation de la camaraderie révolutionnaire, un des plus longs titres de Kim Jong-il sur Wikipédia par ailleurs, fait-il pour que tout le monde en Corée du Nord l'aime à ce point? En fait, ça se résume en 3 mots. Les camps de concentration nord-coréens sont la plus grande attraction touristique du pays. Surtout pour les Nord-Coréens eux-mêmes. Ils les aiment tellement qu'ils y vivent et travaillent souvent. Les attractions principales y sont les expérimentations médicales, la torture et le viol. L'esclavage est une méthode très utilisée pour aider les Nord-Coréens à apprécier leur séjour. Les plus chanceux peuvent y rester avec toute leur famille, et la générosité du gouvernement est telle qu'on peut parfois y finir ses jours. Comme les précurseurs de ce modèle, experts dans les attractions touristiques populaires l'ont souvent dit, le travail rend libre. Et c'est tout à fait significatif de constater à quel point ce système sain a amélioré la vie du Nord-Coréen moyen. Bon, un petit nombre de gens à l'extérieur ont qualifié ça de crime contre l'humanité, mais dicton que le gouvernement pourrait adopter comme devise, il faut souffrir pour être heureux. Et si les camps de concentration ne vous suffisent pas, vous pouvez être exécuté en place publique. Ce qui a l'avantage d'offrir un spectacle grandiose à toute votre famille ainsi qu'au reste de la population. Alors pour finir, que dire de la Corée du Nord? Que c'est un système totalitaire et autocentré? Que son leader est complètement obsédé par le pouvoir et par sa propre personne? Que les gens se font laver le cerveau quotidiennement par les méthodes les plus brutales? Oui, on pourrait dire tout ça. Mais je crois qu'en fait la Corée du Nord dans son état actuel est précieuse, non bien entendu pour ses habitants, qui souffrent tous les jours, mais plutôt pour le reste du monde. Parce que c'est bien joli d'élire des gens comme Trump ou Le Pen, mais je crois que c'est toujours intéressant de constater à quel point leur discours, et le discours de la plupart des dictateurs du monde aujourd'hui, ressemble à celui de gens comme Kim Jong-un. Alors certes, chez Le Pen et Trump il y a du racisme en plus, mais dans le fond c'est toujours un peu la même chose. Vous m'élisez, et je ferai en sorte de maintenir l'ordre. D'ailleurs, la peine de mort, la torture, la maltraitance des opposants sont tous des refrains de l'extrême droite. Alors, regrettable et révoltant, le système nord-coréen l'est certainement. Mais il est aussi très intéressant. Si ça vous intéresse vous, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben tant pis.